Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur l'éco-entretien. On va parler de la mesure des polluants sur fond de scandale Volkswagen, sur fond de dérive par rapport au niveau d'origine. Laissez-moi présenter nos invités du jour avec d'abord le camp de l'éco-entretien labellisé et certifié, Alain Landec, président de la FEDA. David de Regnocourt, le fondateur de Sfertech, c'est un véritable poète quand il parle de la pollution automobile. C'est un petit peu le Victor Hugo du filtre à particules et de la vanne EGR, à côté Lamartine et Baudelaire, donc à bien se tenir. Cela dit, on ne sait pas ce qu'ils auraient écrit sur le diesel à l'époque, évidemment. Jean-Luc Marcinkowski pour Noroto, donc responsable marché atelier. Dans le camp d'en face, Bardal, pour parler de l'éco-nettoyage. Alors c'est un petit peu différent par rapport à l'éco-entretien, mais c'est une démarche que vous présentez donc ici sur le salon Equipoto. Gilles Rigaud, vous êtes donc directeur commercial. Et nous avons deux représentants pour le contrôle technique, Bernard Bourrier pour le réseau Autovision et donc Nicolas Bouvier. Il ne faut pas se tromper parce que les noms sont très très proches. J'espère qu'il n'y aura pas de confusion. Vous êtes donc le président de la branche pour le CNPA du contrôle technique et président par ailleurs du réseau DECRA. Alors je le disais, le scandale Volkswagen, c'est quelque chose dont tout le monde parle depuis maintenant presque un mois. Peut-être une première réaction. David de Regnocourt, je disais vous êtes le poète, mais peut-être en mots très simples et en prose peut-être. Quelle est votre analyse de ce phénomène ? Je dirais que c'est une opportunité. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Le positif. Vous êtes philosophe également, alors, voilà, pas seulement poète. J'espère ne pas vous décevoir après une telle annonce. Non, disons que c'est une opportunité finalement pour l'après-vente automobile, une opportunité historique de finalement pouvoir montrer aux consommateurs qu'il existe des solutions d'entretien pour finalement cohabiter avec son diesel. Et que le diesel a changé et qu'il va falloir vivre autrement avec le diesel. Donc c'est quand même une opportunité parce que finalement on imaginait que l'entretien d'un diesel se passerait comme à l'époque des années 80. C'était facile quoi, tous les 30 000, voilà. 40 000, etc. Et puis voilà. C'était le moteur qui faisait, je vais un peu pour rire, mais 300 tours minute en colère, 50 chevaux d'In, 1 million de kilomètres. Tout ça est fini. Oui. Maintenant c'est des milliards de plaintes et bon bref, ce n'est que le début. Alors sur cette affaire Volkswagen, Nicolas Bouvier, comment vous l'avez vécu finalement ? Bien, moi, ce que j'en retire, c'est deux choses. Essentiellement, c'est que cela montre que le contrôle technique doit être prévu dès la conception des véhicules et que nous devons être associés à la démarche pour que les points qui vont être contrôlés soient déjà prévus dès la conception du véhicule. Oui, donc un stade supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les constructeurs prévoient le diagnostic à l'avance, donc les équipes après-vente et première monte coopèrent un petit peu. Il faudrait donc ajouter une couche de plus, quelque part. C'est-à-dire que nous soyons associés au moment de la conception pour qu'on puisse s'assurer que tout ce qui est à contrôler au niveau de l'homologation et qu'on nous demande après l'homologation puisse déjà être prévu, ce qui nous permettrait d'être plus efficaces en tant que métier. Deuxième chose, l'autre conclusion que j'en tire, c'est que jamais on ne pourra se reposer uniquement sur les diagnostics embarqués des véhicules pour analyser les performances des véhicules. Ça veut dire que le tiers neutre, qui est le contrôle technique, est absolument indispensable pour constater en physique, en présentiel, de manière réelle, la performance et de façon objective les performances des véhicules, et que donc tout ce qui est électronique embarqué est certes extrêmement bénéfique, mais doit être vérifié. Voilà. Ça reste de la mécanique à la base et donc bien sûr ça reste sujet à des variations. Personne d'entre vous n'a une Golf ou une Volkswagen diesel concernée par les rappels ? Bon bah alors on peut continuer. Hein. On va donc passer à l'éco-entretien, donc une démarche qui est née dans le droit fil finalement du Grenelle de l'environnement. Alors Alain Landec, président de la FEDA, je précise que vous avez une télé maintenant, FEDA TV, peut-être que vous allez en parler sur votre canal interne. En tout cas plus sérieusement, peut-on rappeler la genèse ? Comment s'est apparu finalement cet éco-entretien ? Je peux quand même réagir sur Volkswagen. Allez-y, on a un petit peu de temps. Ce que je veux dire par rapport au combat de la FEDA, qui est l'accès aux informations techniques, la transparence, pour permettre à tous nos réparateurs d'accéder aux véhicules dans sa... Et de pouvoir travailler, tout simplement. Et de pouvoir travailler. Je pense que ça nous donne des arguments pour appuyer cette demande qu'on fait depuis tellement longtemps. Et merci Volkswagen, alors. Merci Volkswagen, absolument. Alors évidemment, je trouve ça dramatique sur le plan de la croyance des citoyens dans tout ce la confiance surtout, la confiance des la citoyens. Ça d'accord, ça je trouve ça vraiment terrible. Mais sur le plan égoïste de nos revendications et notre combat, je trouve que ça tombe assez bien. Bon, voilà ce que je voulais faire. Alors, revenons donc à la genèse de l'éco-entretien. Alors, la genèse de l'éco-entretien, je pense qu'en fait, il y a tout un ensemble de
de partenaires, Sfertec en était un, Bosch en était un autre, etc., qui travaillaient chacun dans leur coin, j'allais dire. Et la FEDA, avec son président, qui s'appelait Michel Villette, mais qui est toujours avec nous, a eu l'idée de mettre tout le monde autour de la table et de dire, eh bien, puisque ce phénomène existe et qu'il a une ampleur considérable, hein, puisque 70% des véhicules diesel sont concernés sont en souffrance, comme on dit, comme le dit David dans sa... Ils sont malades, parce que voilà, c'est aussi un médecin, l'automobile. Voilà, hein. absolument. Et donc, Médecin, philosophe, poète. tout ça a été redémontré, démontré. On a mis tout notre réseau de distributeurs et d'ateliers en mouvement pour confirmer le phénomène. Et puis, quand il a été confirmé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Donc, on est allé le porter au pouvoir public en disant, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a abouti, je crois, à un succès assez historique, qui est de faire en sorte que l'éco-diag, donc la partie amont de l'éco-entretien, soit à partir du 1er janvier 2017 dans la loi et que les véhicules puissent finalement être diagnostiqués et puis derrière être soignés, pour reprendre le parallèle qu'on faisait tout à l'heure. Donc les pouvoirs publics vous ont entendu. On viendra après sur les développements dans les différents réseaux. Peut-être un mot sur la machine magique que Sfertec a développée, parce qu'il y a un analyseur 5 gaz, et c'est ça un petit peu la clé quand même de ce qu'on appelle l'éco-entretien aujourd'hui. Alors en fait, c'est de la science. C'est le concept de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc la chimie est une science exacte. Et la combustion révèle finalement l'âme du moteur, si on veut être dans la philosophie. Mais la combustion révèle l'état de santé du J'aurais moteur. aimé vous avoir comme prof de philo quand j'étais en terminale. Voilà. Et donc, Et le public aussi. Oui, ouais, le public aussi. donc la combustion révèle une dérive moteur. Et ce qui était finalement très peu regardé, c'était la combustion des moteurs diesel. Finalement, les branches contrôle technique aspiraient à de nouvelles mesures pour pouvoir finalement se corréler aux normes Euro, puisqu'on assiste à des normes Euro 4, Euro 5, Euro 6. Finalement, la maintenance, on pourrait aussi l'appeler Euro 4, Euro 5. Elle doit suivre cette évolution. Et donc, ce qui fait que la machine, finalement, révèle des dérives fonctionnelles par rapport à une mesure de combustion qui est connue. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que le moteur mange en carburant et en air. À la sortie, on sait exactement ce à quoi s'attendre. Et quand on en a une dérive, on a on va dire des imbrulés très spécifiques qui vont... Je me souviens d'une formule qu'on m'avait dit une fois, il y avait la prise de sang puis la dialyse après, c'est ça hein? C'est ça. En fait, on a quelque part créé un peu un antivirus, un peu la prise de sang du moteur. Et ensuite, l'éco-entretien offre un panel de prestations qui permet de corriger les maladies qui affectent cette machine bien née. Alors, Jean-Luc Marcinkowski pour Neurotos était l'un des premiers réseaux à adopter donc l'éco-entretien sous son nom qui est donc l'éco-performance. Et donc aujourd'hui, vous avez fait un certain nombre de contrôles. Qu'est-ce qu'ils ont révélé ? Oui, alors avant de rentrer sur les Volkswagen, non, vous voulez dire différents... autre Non, chose pas c'est bon. Volkswagen. Ah bon, j'ai eu peur. On est acteur de première heure sur l'éco-entretien avec la FEDA, bien sûr. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on est donc certifié, agréé éco-entretien. Donc on est le premier réseau à avoir été certifié avec les 350 centres Neurotos. Ce qu'on peut dire par rapport à ces 2 ans et demi, on a passé l'équivalent de 250 000 véhicules. Si on veut des stats, on peut dire qu'un véhicule sur 2 a un souci. Donc on a au minimum un souci, on peut aller jusqu'à 5 problèmes stockés sur le véhicule. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est le premier mal dont souffre le moteur, c'est l'admission, donc encrassement d'admission. La deuxième dérive qu'on constate, c'est l'échappement colmaté. Troisième, c'est l'injection, problème d'injection. Et ça, c'est généralement lié à une utilisation plutôt en ville que sur route. C'est exact, dit, oui. À contre-nature de ce que le diesel devrait faire en principe. Oui. Plus de soucis sur les véhicules diesel que les essences. Sur les essences, on est plutôt sur de l'injection, des problèmes d'injection, et c'est plus large effectivement sur un moteur diesel.
pour le client, il est évident que le client, quand il récupère son véhicule, il y a un bénéfice client immédiat. On a des clients qui nous disent vous nous avez changé le moteur, je ne sais pas ce que vous avez fait sur Ils le ont pris véhicule. pour des magiciens. C'est ce que vous disiez voilà, quand on a préparé cette conférence donc, finalement. voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dans la voiture? Exactement. Et donc, depuis 2 ans et demi, on a en fait des consommateurs qui se sont habitués et donc qui reviennent nous voir en disant ok, ce que vous m'avez fait la dernière fois était très positif, je souhaiterais que vous fassiez la même chose encore cette année. Donc après on n'est plus sur du curatif, mais on passe sur du préventif avec des traitements plus light, hein, donc ça c'est le vécu. Alors ce que j'ai envie de dire en fait en finale par rapport à ça, c'est que ça nous a sensibilisés sur le fait que le véhicule devait s'entretenir différemment. Je rebondis sur ce que disait David tout à l'heure. Avant, pour faire une révision sur un véhicule, on changeait les filtres et l'huile. Aujourd'hui, il est clair que c'est plus du tout suffisant et qu'on doit apprendre à entretenir différemment les véhicules. Donc on passe bien sur l'huile et les filtres, mais on doit contrôler le système de dépôle et si dérive, le remettre en conformité. Merci. En vous écoutant, j'étais en train de regarder de profil David et j'étais en train de penser à David Copperfield. C'est peut-être une carte en plus, le magicien. Sorcier, magicien. J'ai pas dit philosophe. sorcier. J'ai pas dit sorcier. C'est le bon côté du magicien, on va dire, la magie blanche. Peut-être une réaction de ce côté de la table. Enfin, cette démarche éco-entretien, même si c'est un petit peu éloigné de votre métier de base, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt une bonne chose par rapport à la qualité de l'air? Bien sûr, de toute façon, le contrôle technique a été créé pour améliorer la sécurité et pour contrôler les émissions polluantes. Donc c'est complètement dans notre mission et nous sommes toujours favorables à une amélioration des mesures. Donc tout ce qui peut aller dans ce sens, pour nous, est positif. Bernard Boyer, un petit commentaire? Je pense qu'il y a une démarche de qualité importante dans l'éco-entretien. Je crois qu'il ne faut pas oublier effectivement que lorsque le législateur a créé le contrôle technique, il a doté l'État d'un outil régalien. Et qu'est-ce que c'est que cet outil régalien en question? C'est de s'assurer effectivement de l'état d'entretien d'un véhicule, de façon à ce qu'il soit sécure dans ses parties mécaniques et dans ses parties d'émission. Ce qui veut dire effectivement que nous sommes dans des réglementations de transposition. Et le souci majeur que l'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté une directive européenne d'homologation de véhicules qui dépend d'une DG Industrie à Bruxelles, et d'un autre côté, une directive européenne du contrôle technique qui donne pouvoir aux États de surveiller l'état, c'est le cas de dire, d'entretien du véhicule, qui dépend d'une autre direction MOVE. Ce qui veut dire en clair que si on n'arrive pas à avoir ce qui était évoqué tout à l'heure en début de débat, une contrôlabilité d'un véhicule lorsqu'il est homologué, on va être joyeusement en train de discuter de schémas qui sont diamétralement divergents. Et n'oublions jamais que le contrôle technique est un outil régalien de surveillance d'une flotte, de surveillance d'un parc. Et là, anecdote, il faut quand même se faire plaisir, en être en France, soyons un peu gaulois, donc contestataires. Je suis quand même surpris, comme autour de la table, je pense, nombre des interlocuteurs, que lorsque le gouvernement a arrêté en Conseil des ministres le projet de loi de transition énergétique, aucun article, pas un seul mot, pas un seul virgule, ne mentionnait le contrôle technique. Ce qui veut dire que l'ensemble des services de l'État, lorsqu'ils ont été consultés pour créer ce texte, le contrôle technique, outil d'État, n'était pas présent. Bon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le scandale Volkswagen, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer malgré tout pour le futur. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, merci Volkswagen, c'est vrai. Ce qui est dramatique en l'espèce, c'est qu'on met en exergue, une fois de plus, 2 outils qui sont les perceptions d'une codification et d'une normalisation, où la plaque américaine et la plaque européenne ne travaillent pas en synergie. Alors qu'il y a à Bruxelles un outil qui s'appelle le WP29. Le WP29, c'est le Forum mondial de normalisation de l'automobile, qui a été présidé pendant des années par des Français de très haut niveau et qui n'ont pas réussi à avoir l'harmonisation entre les NOx et le CO2. Et on a 2 stratégies qui aujourd'hui sont rentrées en concurrence, malheureusement. Et là, après, on voit les conséquences. Elles sont économiquement et industriellement dramatiques.
Merci. On va écouter votre voisin, donc Gilles Rigaud, qui représente Bardal. Alors vous, ce que vous présentez sur votre stand ici à Equip-Auto, c'est l'éco-nettoyage. De quoi s'agit-il? Alors, l'éco-nettoyage moteur, on est en aval de ce qui a été déployé par la FEDA et par David et donc le groupe Norauto. C'est une alternative qui donc permet au consommateur final, au conducteur, d'éviter dans certains cas, pas dans tous, le changement de pièce coûteuse. Donc notre approche est une approche économique qui est donc la conséquence donc de l'éco-diag et ensuite de l'éco-entretien avec donc la possibilité de nettoyer les organes qu'évoquait Jean-Luc tout à l'heure avec des produits donc de notre marque en libre service ou des produits qui sont utilisés dans le cadre de prestations ateliers chez un certain nombre de nos partenaires. Justement, il y a donc un certain nombre de centres aujourd'hui qui proposent cette prestation. Alors, nous avons souhaité labelliser notre expertise dans nos métiers primaires, puisque Bardal est une société qui existe depuis 1939 et qui fabrique des additifs. Donc l'entretien moteur est quelque chose que l'on occupe depuis un grand nombre d'années. Et il était important à un moment donné de pouvoir communiquer vers le consommateur final avec une solution simple, accessible d'un point de vue économique et que l'on puisse reconnaître à travers un réseau que nous avons donc labellisé éco-nettoyage moteur avec donc des solutions d'ILV, enfin de communication. J'ajoute que la difficulté de cette démarche, c'est que faut-il encore que le client, le conducteur, sache que ces solutions, ces alternatives existent. Et pour cela, nous avons engagé un plan de communication télévisé en 2 sessions, en avril-mai, et nous venons de terminer la 2e session, pour dire aux consommateurs, oui, il y a des alternatives au changement donc, de pièces coûteuses. Et donc économiquement, on peut entretenir son véhicule et son moteur avec donc des solutions accessibles à tous. Alors, question rapide pour d'abord Alain Landac et ensuite David de Regnecourt. Donc, une prestation telle que Bardal, est-ce que c'est concurrent de l'éco-entretien? C'est quelque chose de complémentaire? Vous pourriez éventuellement travailler un jour ensemble? Bon, on s'en est déjà expliqué. La FEDA, donc, qui a été à l'origine de l'éco-diag dans le contrôle technique, en fait, se sent responsable de l'aval. Et donc, on a mis en place récemment une association. C'est un club en quelque sorte, hein? Oui, enfin, c'est plusieurs clubs, vous allez voir. Cette association s'appelle Éco-Entretien, puisque le nom Éco-Entretien appartient à la FEDA. Donc, il ne faut pas l'utiliser abusivement. Il faut savoir que c'est la FEDA qui l'a déposé. Donc, cette association a comme objectif de créer une chaîne de compétences techniques, c'est-à-dire de mettre en mouvement à la fois les prescripteurs, qui sont des distributeurs, par exemple, des utilisateurs, qui sont nos réparateurs, les équipementiers qui répondent aux normes. Je parle notamment pour les produits Bardal ou les produits Sfertec, aux normes IFSTAR. On a considéré dans les travaux de l'éco-entretien qu'il fallait ce référencement, de la même façon que le matériel de diagnostic devait être UTAC. Et donc tous ceux qui sont évidemment qui respectent ces normes sont éco-entretien. Peuvent prétendre à l'appellation éco-entretien. D'autre part, les formations aussi, puisque nos réparateurs vont devoir être formés à l'éco-entretien, à l'utilisation du matériel. Donc à partir du moment où ils reçoivent des formations et que ces formations sont conformes à la charte qu'on s'est donnée, voilà, tout le monde rentre dans cette chaîne de compétences techniques éco-entretien. D'ailleurs, les grands réseaux... Justement, on va les détailler. Donc il y a Norauto, bien sûr, Norauto, mais également... Mais Speedy, qui vient de lancer EcoClean, c'est tout nouveau, et qui m'a bien sûr annoncé qu'il faisait partie du club Éco-Entretien. Et on a également, et ça a été annoncé aussi à FEDA TV, puisque FEDA TV il y a, par Éric Giraud, qui est le directeur général du groupe Alliance, que les réseaux partenaires, Précisium, Groupe Auto et GEFA, aller rentrer dans l'association Éco-Entretien. Évidemment, Norauto, qui a été à l'origine avec la FEDA de ce grand déploiement, hein, et ça, bravo pour Norauto, évidemment, naturellement, fait partie de cette association. Et donc, il y aura une gouvernance de cette association qui permettra de faire en sorte que la charte de qualité Éco-Entretien puisse être respectée. Alors, l'idée, c'est quoi derrière? C'est dire au pouvoir public, regardez, vous nous avez fait confiance dans notre approche technique,
avec tous les phénomènes qui ont été démontrés. Bah, nous, on est responsable en aval en mettant une chaîne de compétences de façon que, on ne sait jamais, vous savez, quand il y a... Vous êtes garant de la qualité quelque part. Voilà, des prestations, exactement. en fait. Parce que quand il y a un marché aussi important que celui qui va naître, évidemment, il y a des tas de solutions qui peuvent amener finalement nos réparateurs, ou comme ça arrive souvent, que Choisir, Auto Plus, on commence à aller prendre ici et là des exemples et on dit, bah regardez, hein, voilà ce qui se passe encore dans la réparation. Alors là, on dira, bah voilà, nous on a une association, un club de prescripteurs, un club de réparateurs qui répondent à la charte de compétences et la charte de qualité. Merci. Rapidement, un mot, David, vos impressions sur tout ce qui est produit comme ça, de nettoyage, enfin tout ce qui est additif ou autre. Je dirais que l'innovation, c'est un facteur de croissance. Je dis en général. Hein, Oui, bien sûr. oui, oui. Et quand on parle de produits de nettoyage, il faut bien avouer que pendant 20 ans, 30 ans, pour beaucoup, ça servait à lubrifier la poche de ceux qui les vendaient. Il faut être clair, c'est ce qui se disait dans les réseaux et voilà, c'est un petit peu le ressenti. Nous, on a construit un outil de mesure qui analyse la combustion et l'outil de mesure, c'est le juge de paix. Et en matière d'additifs, il a fallu les réinventer. Donc il a fallu les faire grossir parce qu'on attend maintenant d'un additif qui ait une obligation de résultat quand on voit le prix des pièces. Donc il y a une évolution et Voilà. une meilleure qualité, évidemment. Donc l'idée est de partir sur la qualité, de montrer la voie et tout le monde s'y met. Hein, donc, Monsieur Rigaud, vous confirmez? Donc de plus en plus de qualité? Alors, sur la qualité des produits utilisés, il faut bien dissocier deux choses. Il faut dissocier la démarche professionnelle qui se réalise donc par un réparateur dans le cadre donc, des ateliers d'un centre auto sous forme de forfait, et puis le consommateur final qui cherche donc des solutions qu'il souhaite utiliser ou mettre en place de lui-même. Et donc nous répondons sur ces deux axes. Plus particulièrement sur la qualité des produits qui sont proposés, en tout cas pour notre entreprise. Nous fabriquons de ces produits depuis 1939, mais nous les fabriquons pour certains grands constructeurs dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure. Et le référencement, l'homologation technique par nos amis et partenaires de la réparation, y compris les constructeurs, est une démarche posée, longue, structurée et très technique. Et pour obtenir une homologation technique, qui veut dire miscibilité, compatibilité, efficacité, il y a tout un panel de tests sur parc roulant, sur banc moteur qui sont effectués par le constructeur et qui donnent lieu ou pas à une validation in fine ou à des modifications de formule quelquefois. Donc l'obligation de résultat, elle y est bien évidemment. Vous vouliez... Bon, très court, Alain Landec. Non, simplement pour rajouter qu'on parle des produits, mais au fond, et je reparle de cette chaîne de compétences techniques, c'est que lorsqu'on aura un écodiag et qu'il faudra intervenir sur un véhicule, il n'y a pas que forcément l'utilisation de produits, il y a aussi aller jusqu'à des réparations lourdes, changement des pièces, les injecteurs, le turbo, etc. etc. Et donc, moi, je dis simplement que nos réparateurs qui vont se trouver dans cette chaîne, ils doivent être capables non seulement de faire d'utiliser des produits de nettoyage comme ceux que vous évoquez, mais également d'être capable d'aller jusqu'au bout, parce que le véhicule qui va arriver, on ne sait pas a priori si on doit se limiter à un simple nettoyage ou si on doit aller au bout. Et donc là, il y a nécessité d'avoir une compétence large pour réparer et pour pratiquer l'éco-entretien. Ça ne se limite pas à une seule opération. Hein. Merci. Dans un instant, on va parler du contrôle technique. Juste une dernière question pour parler d'éco-entretien, parce qu'on peut le voir se décliner sur toutes ces formes ici à Équipe Auto, pour les voitures, pour les camions. Alors les tracteurs, j'ai pas vu, peut-être, hein, j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais j'en parlais avec Jean-Luc Marcinkowski hier. On voit même des stands où on peut finalement utiliser de l'hydrogène pour décalaminer les moteurs. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que David est mieux armé que moi pour parler de l'hydrogène. On a fait des tests en interne chez nous et l'efficacité des additifs qu'on utilise est meilleure que les machines à hydrogène qu'on a aujourd'hui sur le marché. Pour nous, comme toujours, hein, le juge de paix, c'est l'outil de mesure. On n'a jamais rien mesuré en termes de changement. On n'a jamais rien vu. Donc on attend toujours de voir. Bon, et puis à côté de ça, il faut quand même imaginer que sur les moteurs diesel ou essence, il n'y a pas une solution unique. Il y a des problèmes ciblés, et pour chaque problème ciblé, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on ne traite pas un problème de fab comme un problème d'injecteur,
on ne va pas traiter l'admission comme un problème de Van Eugère. Enfin, il y a vraiment une, comment dire, À chaque mal un remède. Mais quoi, voilà, quelque part. c'est ça, ciblé. Il n'y a pas une solution unique. Oui, et si je peux rajouter un mot, on a en fait deux typologies de consommateurs, d'automobilistes. On a en fait l'automobiliste qui est embêté avec son véhicule parce qu'il cale à chaque feu rouge, parce qu'il y a une perte de puissance, etc. Et donc là, on est déjà en fait sur un état avancé de défaillance du véhicule. Et là, on est donc sur une intervention dite curative. Et donc, il peut aller jusqu'à un changement d'injecteur, un changement de GR, de turbo, etc. Donc là, que ce soit l'hydrogène ou l'additif, ça ne fonctionne pas, il faut changer la pièce. Okay, et de ce que j'en ai entendu et ce qu'on a pu constater, sur la partie en fait, nettoyage hydrogène, on est plutôt là, pas dans le curatif, mais on anticipe, hein, on entretient le véhicule. Alors vraiment très court, parce que j'aimerais quand même qu'on parle un peu de contrôle technique aussi. Hein. Je voudrais juste dire que la démarche de l'éco-entretien est vraiment une montée en compétence des réseaux, comme le disait Jean-Luc, sur la parfaite compréhension de la chaîne de dépollution. L'avenir, je devrais même dire le présent de l'entretien, c'est de parfaitement intégrer ces éléments. Ça va bien au-delà d'un nettoyage. On est vraiment dans une démarche de mise en compétence sur de la pièce technique, la dépollution. C'est vraiment une démarche beaucoup plus noble, si je puis dire. Hein. Voilà. Merci. Nicolas Bouvier, qui attendait depuis un certain temps déjà. Oui, pas de problème. Juste pour dire deux choses, c'est que il y a une marque éco-entretien qui est débossée, mais on parle en fait du contrôle pollution, l'évolution de ce contrôle pollution. C'est bien ce que j'ai dit au début de cette émission. Voilà, tout à fait. Vous voyez, donc je fais une conclusion qui boucle. Et on parle bien de faire évoluer le contrôle de la pollution, donc avec les 5 gaz. Et donc effectivement, le sujet a été mis sur la table par la FEDA. Ensuite, la FEDA a développé quelque chose avec Norauto. Je voudrais quand même rétablir une vérité. Le CNPA a contribué fortement à faire en sorte que ce soit le contrôle technique qui soit ensuite en mesure de faire le contrôle. Eh bien, voilà qui est dit. Et voilà. Et que ce soit le contrôle technique avec la coopération de la SMAVA qui maintenant adhère au CNPA et faire en sorte que ce soit le contrôle technique qui se charge de ce contrôle. Alors concrètement, peut-être, qu'est-ce qui va changer à partir de 2017 au sein du contrôle technique? Contrôle des 5 gaz. Donc on est en train de voir avec le ministère comment on va s'y prendre pour faire ce contrôle des 5 gaz. Aujourd'hui, plusieurs solutions existent, des solutions plus ou moins complexes, plus ou moins difficiles à mettre en place. Et des réunions vont avoir lieu dans les mois qui viennent pour déterminer la méthode. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut quand même être d'accord, c'est qu'une voiture qui passe au contrôle technique, on ne sait pas vraiment, enfin, il y en a quand même beaucoup qui passent au travers, j'imagine. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a les 5 gaz, donc les NOx, qui ne sont pas vérifiés aujourd'hui, et puis il y a l'évolution de la norme pollution diesel. Et donc là, d'ici la fin de l'année, la norme va évoluer et on contrôlera déjà beaucoup mieux les véhicules diesel. Donc amélioration graduelle qui est prévue. Absolument. Un complément, Bernard Bourrier, sur ces évolutions souhaitables et souhaitées aussi peut-être par les consommateurs. On va être très simple. Je crois qu'il ne faut pas parler sur les gardes-chapelles, ça n'intéresse personne. Ce qui est plus important aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience publique que l'acteur du contrôle technique peut rendre énormément de services à toute la filière aval. Aujourd'hui, les études universitaires que l'on a nous donnent très clairement un effet redistributif du contrôle technique d'environ 1,2 milliard, 1,5 milliard injectés chaque année dans la filière aval de la maintenance et de l'entretien par le contrôle technique. Il est évident que tout ce qui va permettre d'élargir notre champ de compétences, notre champ d'expertise et notre champ d'action sera bénéfique sur la totalité de la filière. Que ce soit effectivement les réparateurs, les MRA, les concessionnaires, les distributeurs de pièces, les distributeurs d'additifs, tout le monde, tous les acteurs de la filière aval bénéficier de cet acteur. Et là, je pense que les pouvoirs publics ont une conscience évidente du jeu politique et économique qu'ils peuvent jouer et entretenir sur toute la filière. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Une question pour vous deux peut-être sur le montant des investissements, parce qu'on imagine que dès lors qu'il faut changer de machine, ça représente un coût naturellement. Bien sûr. Encore une fois, ça dépend des solutions qu'on va déployer. Quelle qu'elle soit, on imagine qu'il y aura un coût. Il y aura bien sûr un investissement. Et dans le contexte actuel qui est difficile... Ça veut dire aussi contrôle technique plus cher à terme par rapport à ça? Ce serait normal. Si on fait des investissements importants, il faut qu'on puisse se rémunérer par rapport à ça. Mais on verra, en fonction des solutions qui sont trouvées. On anticipe ça chez Autovision, j'imagine?
On l'anticipe comme dans tous les réseaux et dans tous les centres. Le vieux principe de base, c'est quand on achète, c'est tout trop cher. C'est évident, que ce soit le particulier quand il achète un contrôle technique ou que ce soit un opérateur de contrôle technique quand il achète le matériel. Ceci étant dit, aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir la cohérence de ses ambitions. Il faut savoir mettre aujourd'hui en adéquation les outils par rapport à la demande publique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé l'histoire de dire on va planquer la poussière sous le tapis. Le tapis, il est transparent, on sait qu'il y a la poussière, il faut l'enlever, il faut que tout le monde fasse les efforts nécessaires. Et le consommateur, qui est exigeant, et il a raison de l'être, mais il faut aussi qu'il paye son exigence, et l'acteur économique et technique qui doit être en adéquation avec cette demande de tous. Une petite question, je vais dire, ouverte pour l'ensemble des intervenants. On parlait tout à l'heure de la crise de confiance par rapport à Volkswagen, mais aujourd'hui, on a le sentiment que le consommateur, il est perdu par rapport au diesel. Il ne sait plus très bien s'il faut continuer à acheter. Il a peur pour la revente de son véhicule. Enfin, qu'est-ce qu'on peut lui répondre de façon rationnelle? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le débat a atteint un tel paroxysme avec beaucoup de passion, finalement. C'est sûr qu'il a été pris en otage. Il se sent en otage. Il dit on m'a vendu du diesel. Et maintenant, on m'a survendu pendant des années aussi voilà. du diesel. Et maintenant, je passe pour un sale pollueur. Donc, double peine. Eh bien, en fait, l'approche de l'éco-entretien et de le synchroniser avec un éco-diagnostic au contrôle technique permet finalement au consommateur de se réconcilier avec son diesel et de cohabiter avec son diesel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette synchronisation entre un contrôle technique qui finalement n'est pas là pour dire pollution égale sanction. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans la pollution et la culpabilité. Les gens se disaient, bon, si je pollue, je me sens coupable. Mais pollution égale grosse dépense. Et quand on voit la taille des factures, ça devient une maladie grave, le diesel. Donc, quelque part, je dirais que notre ministre a une vision prémonitoire en imaginant un contrôle technique, en approuvant un contrôle technique ambitieux qui permettrait finalement, pour les consommateurs, d'avoir une vision exacte de l'état de santé des voitures. Parce que tout le monde ne peut pas changer de voiture. Donc le parc est ancien et l'assainissement du parc est progressif. Il y a une sélection naturelle, mais il faudra du temps. En attendant, on est là. Par rapport à ça, justement... Vous gênez pas. D'abord M. Bouvier, puis M. Bourrier juste après. Ce qui est très important, c'est que justement, lorsqu'on parle d'éco-entretien, d'amélioration de la pollution, etc., des mesures pollution, il faut absolument prendre en compte le parc existant. Et c'est pour ça que le contrôle technique milite pour le fait que lorsqu'on met en place des mesures, on s'intéresse aux mesures d'émissions réelles des véhicules et non pas uniquement des mesures d'homologation. Il vous a pris de vitesse, vous avez vu hein? Non, c'est pas grave. Allez, monsieur Landec. Non, mais rationnellement, on peut dire que le diesel le consommateur devrait prendre en compte tous les éléments qui vont dire j'utilise un diesel parce que ça correspond à mes besoins, etc. etc. Je pense que cette affaire Volkswagen va terriblement peser parce que tout le monde va parler négativement du diesel pendant encore de nombreux mois. On ne va pas réussir. Jusqu'à la COP21, ça je peux vous garantir que ça va être le cas, terrible. Et donc les gens, moi je fréquente dans mon village de l'Aisne des gens dont la perception du diesel est en train de changer. Il y a quelques mois, on me dit non, attends, le gasoil c'est moins cher, c'est vachement intéressant. Et là d'un seul coup, ils disent mais attends, c'est nul le diesel. Il y a un climat de peur quelque part. Oui, donc le consommateur est en train un peu de changer malgré tous les éléments qu'on peut lui amener de rationalité sur l'affaire en disant mais attends, prends un diesel Euro 6 ou etc. Et tu pollues pas plus qu'avec un autre véhicule. Mais là, voilà, le citoyen est atteint. Méfiant même pour les Euro 6 alors qu'a priori, je dis bien a priori, les voitures, la tricherie n'a pas concerné a priori ces derniers modèles. Il y a un vrai phénomène social là, qui est entraîné par ça. On va donc à présent laisser parler monsieur Bernard Bourrier. Et je crois en fait que cet épisode, qui dans toute l'histoire de l'automobile ne sera qu'un micro-épisode purement factuel, a aujourd'hui une vertu cardinale. Il permet de donner à chacun des acteurs, quelle que soit sa place, la responsabilité de sa fonction et de son rôle. Car la chaîne, elle est globale, elle est unique, et chacun doit assumer dans cette chaîne sa totale responsabilité. C'est trop facile de se planquer les uns derrière les autres, derrière une norme, les autres derrière une réglementation, derrière du travail économique, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, le roi est nu,
il faut l'habiller correctement pour que tout le monde puisse en profiter. Et du coup, donc, les réparateurs, les agents de contrôle technique, c'est l'occasion pour eux de se mettre un petit peu en avant et d'avoir ce rôle de conseil. Nous ne sommes pas réparateurs, jeune homme. Séparation J'ai des dit- pouvoirs. J'ai dit réparateur Tierce partie. et agent du contrôle technique. Je ne pensais pas qu'à vous. Non, non, c'est fondamental. Non, ce que je dis là, c'est fondamental. Je dis sous le mot de la plaisanterie, mais c'est fondamental parce que la tierce partie permet effectivement d'avoir un acteur qui n'est intéressé économiquement ni par la réparation ni par la vente et donc qui n'est pas susceptible d'être juge dans la décision de ce qu'il contrôle et qu'il constate. Et quand on parle de redistribution et effet redistributif par le contrôle technique, c'est justement cette notion de tierce partie qu'il faut défendre impérativement et au contraire, nous donner le maximum d'outils pour que tout le monde puisse vivre en pleine sérénité. Alors une chose quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de diesel depuis le début de cette émission, c'est vrai que le scandale Volkswagen nous oblige à en parler bien plus qu'on ne le devrait d'ailleurs. Moi j'ai une question, c'est est-ce que l'éco-entretien a permis également finalement de mesurer des dérives aussi? Est-ce que par rapport à l'essence, il y a des problèmes dont on ne serait pas forcément conscient finalement? Bien, c'est ce que j'abordais tout à l'heure. Hein. Sur les véhicules essence, on a aussi des soucis, mais qui sont moindres. Hein. On a des problèmes plutôt sur la partie injection et on est tranquille sur la partie admission et sur la partie échappement. Ce qui pourrait changer avec les évolutions technologiques des véhicules essence, notamment avec l'arrivée de l'injection directe. Et voilà. donc on sait que ces moteurs Donc rejettent des particules, le par exemple. docteur S-Sciences Sfertech peut peut-être Docteur développer un de peu. Vignecourt, s'il vous plaît. Professeur, pardon. Mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'on va devoir se préparer à l'essence mania, puisqu'on a connu la diesel mania. Bah on y est. Hein, Donc ne prenons pas de retard sur les moteurs essence, puisque là, pour le coup, on est au cœur du sujet. Et c'est vrai que quand on regarde nos bases de données, on est un petit peu l'observateur indépendant du parc roulant, puisqu'on a des milliers de remontées de mesures. On se rend compte que finalement, depuis 40 ans, les professionnels ne connaissent que la pollution au CO sur un véhicule essence. Le CO, on réglait le CO dans le temps. Ensuite, on a connu les hydrocarbures. On a compris que c'était le demi-frère du CO. Et pour un réparateur lambda, le CO, il cherche le CO. Une voiture qui pollue, c'est du CO. Sauf que quand un véhicule a des débits d'injecteurs qui, avec le temps, diminuent, on a l'électronique qui compense, et puis tout doucement, on dérive sur une combustion type pauvre, génératrice de NOx. Et les ça, NOx, c'est pas que le diesel. Donc voilà. Et on a la chance d'avoir des catalyseurs 3 voies qui traitent parfaitement le CO, les HC et les NOx. Sauf que quand au contrôle technique, on a un lambda, on est refusé pour un lambda supérieur à 1, la profession ne comprend pas. Elle se dit, ma voiture ne pollue pas et elle passe pas. En réalité, c'est parce qu'elle est atteinte d'une pollution type pauvre, mélange pauvre, c'est-à-dire des NOx. Donc, en évangélisation et en pédagogie. Elle est malade et ça se voit pas. Alors, et voilà. Et le problème d'un véhicule qui est atteint de ce type de problème, c'est que pour rouler à la même vitesse, le consommateur va compenser par la charge la perte mécanique. Donc il va compenser par du combustible pour rouler à la même vitesse. Donc une surconsommation et des NOx. Un mot peut-être d'abord, Gilles Rigaud, est-ce que dans votre éco-nettoyage moteur, il y a de l'essence aussi? Oui, alors, les solutions d'encrassement du diesel dont on parlait beaucoup depuis le début de cette conférence existent sur l'essence depuis la nuit des temps. Et on avait préalablement d'abord traité les problèmes de carburateur, puis d'injecteurs monopoint, puis d'injection multipoint, et ainsi de suite. J'ajoute à ce que vient de dire David qu'on a une pollution qui n'est pas visible et qui est presque sans odeur, mais qui pose les mêmes problèmes sur le fond et que nous réglons avec nos solutions donc éco-nettoyage moteur. Donc il s'agit, je rejoins Jean-Luc, des injecteurs, de l'encrassement, particulièrement des injecteurs, mais pas que. Et je pense aussi, pour amener un point complémentaire à ce qui était dit préalablement, que le consommateur aujourd'hui, il est pollué, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, par toutes ces informations, ou considère-t-il quelquefois ces fausses informations? Il est un peu perdu, quoi. Hein. Il est un peu perdu, et lui, comme nous le sommes tous ici dans cette salle, cherche des solutions simples, accessibles, pratiques, rapides et surtout efficaces. Merci. Le mot de la fin peut-être rapidement, Oui, Monsieur Bourrier. Ce qui est évoqué là en matière de NOx, c'est très important ce qui est évoqué là, parce qu'on voit très bien les notions de normes européennes et les notions de normes américaines ne sont pas les mêmes. Nous avons travaillé pendant plus de 20 ans de Euro 3 à Euro 6 sur le travail sur le CO et le CO2. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans des stades où quasiment ceci est totalement maîtrisé.
sur la combustion. Par contre, les NOx, on ne les a pas travaillés. Or, les États-Unis ont travaillé sur des normes où les NOx sont prioritaires et le CO2 ne leur pose aucun problème. Et le problème, c'est l'adéquation entre ces deux systèmes où l'Europe est devant un phénomène où c'est inscrit au calendrier. Il n'y a pas d'innovation, c'est inscrit au calendrier du travail, les NOx. Merci, dans voilà ce l'actualité. que l'on pouvait dire sur l'éco-entretien et sur l'évolution du contrôle technique. Encore beaucoup de travail et on reparlera certainement du diesel dans les mois et certainement même les années à venir. Merci à tous.